Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Pour commencer, le logo que vous venez de voir, c'est la dernière fois que vous allez le voir puisque je vais le changer. Deuxième chose, vous avez été certain à trouver l'idée originale de faire une vidéo sur les ovnis. Donc, je vais satisfaire à votre demande et à notre souhait commun de pouvoir traiter ce sujet très vaste, mais encore une fois, je le précise, je le traiterai de ma façon, je le traiterai de mon point de vue, parce que sinon ça va faire une vidéo de 5 heures, si on doit traiter tous les détails, etc. Donc je le traiterai évidemment de façon succincte. Après, si ça attire votre intérêt, si ça attire votre curiosité, vous trouverez certainement des documents, des vidéos, des sites internet qui vous permettront de creuser un peu plus la chose, même si encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que vous trouverez beaucoup de sites qui n'ont pas d'aspect très scientifique et qui ont plutôt des effets spectaculaires ou des effets de cultiver le phénomène, mais nous en reparlerons dans cette vidéo concernant les phénomènes de vie. Donc, vidéo de réaction sur ce qui est en train de se passer chez vous en France. Les nouvelles restrictions, les nouvelles mesures, et je suis actuellement sur les réseaux sociaux, je commence à voir des gens qui commencent à se rendre compte que, enfin, c'est plus une question de Covid. C'est plus une question de vacciné ou non vacciné. Que nous sommes en face de quelque chose qui ne dit pas son nom, mais qui pourtant devrait susciter l'interrogation des Français. De nouvelles mesures, des nouvelles restrictions, des augmentations de contamination. Je rappelle, toute la politique sanitaire aujourd'hui repose sur les contaminations, parce que si vous mettez en comparaison les contaminations avec les hospitalisations, les réanimations et les décès, vous allez vous rendre compte que on n'est pas dans une phase pandémique proprement parlée. Que si on avait le temps, les outils et les supports pour faire des outils de comparaison sur des proportions équivalentes sur des périodes épidémiques, que ce soit celle de la grippe, que ce soit les gastroentérites, que ce soit je ne sais quel autre, ou Ebola par exemple en Afrique, on va se rendre compte qu'on est dans des schémas qui sont quasiment kiff-kiff bourricot. Alors en effet, oui, l'argument, toujours le même, c'est que les plus faibles qui peuvent éventuellement attraper le Covid, être symptomatiques, être malades, gravement malades, voire peut-être mourir. La question qu'aujourd'hui un certain nombre de scientifiques, un certain nombre d'experts commencent à faire relever dans l'opinion, c'est si on avait investi tous les moyens qu'on a investis pour les confinements, les couvre-feux, et ensuite derrière arroser en argent gratuit, qui n'en est pas, pour sauver l'économie, on avait mis tous ces moyens pour préserver et permettre une protection, voire soigner, diagnostiquer les plus faibles. Parce que les traitements aujourd'hui, il y en a. Ils existent. Sauf que, évidemment, c'est une guerre de communication, c'est une guerre de lobbying qui ont fait que ces traitements, vous allez toujours trouver des gens qui vont vous dire non, ça ne marche pas. Non, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas. Non, le plaquenil ne fonctionne pas. Non, l'ivermectine ne fonctionne pas. La preuve, vous avez des études. Oui, ce sont des études, mais des études qui sont payées toujours par les mêmes. Les mêmes qui défendent les intérêts des labos à vous vendre toujours les vaccins. La preuve, c'est que nous avons un contrat qui vient d'être encore signé pour je ne sais plus combien de millions de doses pour les 3e, les 4e, les 5e, les 6e, les 7e, etc. Parce que là, en effet, force est de constater qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser la question, disent mais attendez, ok, on a fait le geste de se faire vacciner double dose, parce qu'on nous a dit que ça allait nous protéger. Enfin, protéger. Après, on a dit que c'était pour protéger de la forme grave. Mais au début, on se souvient, se protéger contre le virus. Mais non, ça ne protège pas contre le virus. Ça protège contre la forme grave.
d'une situation symptomatique du virus. Là, vous voyez déjà, le discours avait changé. Sauf qu'aujourd'hui, on nous dit, ah bah oui, mais le problème, c'est que le vaccin, bah, aujourd'hui, est moins efficace. Et puis là, il y a l'Omicron qui arrive. Il y a le Delta qui est déjà là, etc. Bon, sauf que l'Omicron, aujourd'hui, on a des études qui viennent d'Afrique du Sud, qui nous disent qu'il est pathogène, qu'il n'est pas très pathogène, qu'il est bénin. Mais il est plus contaminant. Ok, bon. Là-dessus, les contaminations. Mais j'ai envie de dire, mais attendez. Quand il y a des épidémies de grippe, est-ce qu'on s'amuse à faire comme ça, tous les jours, ah bah il y a 15 000 cas, ah bah il y a 20 000 cas, ah bah il y a 40 000 cas, oh il y a 55 000 cas de contamination. On le fait pas. Pourquoi on le fait pas? Parce que, encore une fois, alors attention, je ne mets pas en rapport les chiffres du Covid et de la grippe, mais je parle par contre là au niveau technique, c'est qu'on ne s'inquiète pas de savoir combien de gens finalement, qu'ils soient vaccinés ou pas vaccinés, vont développer des symptômes, vont avoir des symptômes graves, voire même des symptômes qui vont s'ajouter à des pathologies, à des antécédents médicaux et aggraver le cas, voire peut-être l'amener jusqu'à des réanimations, voire peut-être en décéder. Alors attention, les gens qui décèdent de la grippe, pareil, le chiffre est très infime, et dans ce chiffre très infime, on ne fait pas de détails, on ne fait pas de ventilation pour savoir si les personnes sont mortes à cause de la grippe, ou est-ce qu'elles sont mortes parce que la grippe a aggravé déjà leurs conditions de santé fragiles. Là encore. Ce que d'ailleurs aussi on a sur le Covid. Il suffit de voir, je vous mets ce petit tableau-là, très amusant, quand on vous dit à la télévision, oui, les non-vaccinés sont majoritairement à 36% dans les services hospitaliers. Oui, sauf que ce qui est très amusant dans ce tableau, c'est que, en effet, on vous met les non-vaccinés, mais alors par contre, les vaccinés, on fait une petite ventilation, histoire de diluer un petit peu le pourcentage. Sauf que, si vous êtes un tant soit peu intelligent, vous allez additionner tous les vaccinés, et vous allez vous rendre compte qu'en effet, tous les vaccinés sont supérieurs aux non-vaccinés. Sauf que ça, évidemment, sur les plateaux de télé, ils vont dire oui, non, c'est 36% de non-vaccinés, ils sont majoritaires dans les services hospitaliers. Ah mais non, mais c'est faux, c'est les vaccinés aussi. Ah mais non, mais est-ce que les non-vaccinés, après, c'est autre chose, parce qu'il y a les vaccinés de plus de 6 mois, de moins de 8 mois, de 3 mois, de primo, de secondo, etc. Oui, n'empêche que ce sont des vaccinés quand même. Oui, mais vous comprenez, techniquement, quand vous faites vacciner, en réalité, le vaccin n'est pas aussi efficace en dessous de 6 mois qu'après 6 mois, donc c'est quoi? Donc vous prenez vraiment les gens pour des cons. Donc en gros, vous êtes en train de nous dire que cette ventilation que vous faites pour justement diluer les vaccinés dans les hôpitaux, bah, finalement vous admettez que le vaccin, c'est pas aussi efficace que ça. Si vous voulez, le problème, c'est ça, c'est que c'est comme si demain, on décidait de vous interdire de mettre plus de 20 € d'essence dans votre voiture. Comme ça, les stations-service sont sûres que vous allez repasser au moins 2-3 fois dans la semaine pour remettre 20 € d'essence dans la voiture. Ce qui est ridicule, puisque quand vous faites un plein à 60-70 €, je sais pas, 80 €. Mais ça multiplie, en fait, quand vous allez dans une station-service, vous faites le plein, vous repartez. Sauf que si vous faites que 20 €, bah, vous êtes obligé de refaire le trajet, etc. Donc vous consommez plus d'essence, etc. Donc vous voyez, vous faites tourner un petit peu le business. Bah, là, avec les vaccins, on le sent venir. Ça fait tourner le business. Et donc là-dessus, bah, vous avez l'État français qui se sert des contaminations pour refermer le pays, finalement. Alors on ne le referme pas totalement, mais presque. On vous transforme un pass sanitaire en pass vaccinal qui va devenir un pass vaccinal permanent. Alors j'ai donné, je vous ai mis le lien, je vous le remettrai en description du texte de proposition, de texte de loi, puisque normalement la loi va être présentée au mois de janvier. Je crois qu'il a été présenté là au Conseil des ministres.
Donc le texte de loi peut encore être modifié, mais très clairement, dans le texte de loi, quand on y regarde un peu plus près, il renforce les outils du Premier ministre ou de certaines autorités sur les individus. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous n'êtes pas vacciné, que vous êtes détecté comme étant un activiste, dissident, pro-antivax, eh bien, si jamais la proportion de Français devient de plus en plus importante sur les réseaux sociaux, dans la rue, le Premier ministre, dans le cadre d'une situation de vigilance sanitaire, aura la possibilité de décréter la détermination, l'identification, voire l'isolement des individus. Toujours pour la raison sanitaire. Parce que tout est dans les détails dans cette loi. Tout est dans les détails des mots. C'est-à-dire que vous allez avoir sur Internet des gens qui disent non, c'est en cas de personnes contaminées, isolement, décrété, etc. Sauf que si vous lisez complètement le texte, il est bien rajouté à un moment donné que, ou concernant aussi des personnes susceptibles d'être contaminées. Alors, je vous laisse interpréter ce que pour vous veut dire susceptible d'être contaminé. Pour moi, c'est très clair, on a un doute, on a une suspicion, mais on n'a pas l'obligation de prouver que votre suspicion est avérée, puisqu'on aura l'autorité et le droit de vous mettre à l'écart, même sans prouver que vous soyez ou non contaminé, ou contaminant. Tout est dans les détails dans cette loi. Or, malheureusement, bah oui, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui font un petit peu d'approximation. Mais il n'empêche que, vous savez, si vous avez fait un peu de droit, vous savez que les lois, il faut les lire jusqu'au bout. Il faut les comprendre. Mais pas seulement. Il faut savoir aussi lire entre les lignes. Lire entre les lignes dans la législation, c'est tout simplement savoir comment des autorités reconnues, des autorités d'application, peuvent interpréter et peuvent manipuler et peuvent utiliser ou instrumentaliser des lois. Alors, pour faire la justice, certes, mais aussi pour permettre de défendre certains intérêts, de satisfaire certaines ambitions. Je rappelle, au début de l'année, vous aviez des députés insoumis qui avaient déposé une plainte, je crois, contre l'Allemand et contre plusieurs magistrats et hauts fonctionnaires, parce qu'ils estimaient que lorsqu'ils ont témoigné devant la commission parlementaire, ils avaient fait parjure. C'est-à-dire qu'ils avaient menti. Et oui, ils avaient menti. La justice a rejeté les plaintes. Alors qu'il y avait suffisamment d'éléments pour démontrer qu'en effet. Sauf que la justice a estimé que les propos tenus sous serment peuvent être considérés comme une mauvaise interprétation ou comme une façon d'utiliser un champ lexical ou d'utiliser de la rhétorique. Donc on ne peut pas considérer que c'est un mensonge. C'est-à-dire répondre à une question en faisant de l'approximation, et il suffit que les députés de la commission ne poussent pas ou ne veuillent pas demander ou exiger des précisions ou un engagement ou une responsabilité à affirmer ou à mettre du détail dans le propos. Ben voilà. Là encore, une fois de plus, je pense que si vous avez vu l'audition de Véran il y a, je crois que c'était au début de l'année, par la commission parlementaire, moi quand je vous dis que la République est morte, oui, la République est morte. Et là vous en avez encore la preuve. La preuve que vous avez un gouvernement qui fait proposition de loi. Ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, donc fin guns and news, après il reste le Sénat. Sauf qu'avec le pass sanitaire, on a vu ce que ça donnait au Sénat. Pire, c'est que même quand le Sénat a quand même essayé de retoquer
un texte, eh bien quand il est repassé le texte de loi en seconde lecture à l'Assemblée nationale, il y a une commission de l'Assemblée nationale qui a été levée pour réintégrer le texte qui avait été supprimé par le Sénat. Et la loi a été votée. Donc quand vous voyez ça, vous vous dites, mais finalement, il n'y a plus de contre-pouvoir. 2, il n'y a plus d'opposition. 3, dans ce cas-là, pourquoi perdre son temps à faire passer des textes par le Parlement si de toute façon le Parlement dit Amen, ou même pour faire plaisir, ou par ambition, ou par se faire un petit peu moucher. Vous avez des sénateurs ou des députés qui font un petit peu d'esbrouf, qui font un petit peu de blablabla, qui essayent de... Mais de toute façon, comme ils n'ont pas... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, puisque de toute façon, le gouvernement est appuyé par une majorité sur laquelle s'appuient un certain nombre de députés d'opposition, mais qui sont en collusion avec la majorité. C'est-à-dire que là, nous avons aujourd'hui en place, on va dire, une majorité de politiciens qui, de toute façon, sont tous en collusion parce qu'ils veulent sauver leur cul. Parce qu'ils savent qu'ils sont allés trop loin. Parce qu'ils savent qu'ils ont dépassé le point de non-retour. Et que, fatalement, tôt ou tard, ils sont exposés. Ils sont exposés à la vindicte, à la colère, aux exigences de responsabilité du peuple, dans leurs choix, dans leurs décisions, dans leurs orientations, dans leur support, dans leur soutien, dans leur trahison. Donc à partir de là, la République est morte. Vous avez une campagne présidentielle qui arrive. Qu'est-ce qu'on est en train de lire? Une rumeur. Est-ce une rumeur ou est-ce que c'est un projet de repousser la présidentielle? Est-ce que quelque part le gouvernement ne ferait pas du chantage? Du chantage en disant voilà, nous ce qu'on veut, c'est l'instauration du vote par correspondance. Si vous le refusez, eh bien nous ferons en sorte que l'élection présidentielle n'ait pas lieu au mois d'avril. Et de la repousser ultérieurement. On essaiera de fixer une date quand même, parce qu'il faut quand même donner l'illusion. Mais comme je vous l'ai dit, regardez les lois d'état d'urgence terroriste. Regardez l'état de vigilance sanitaire. Temporairement, mais renouvelé. Renouvelé ad vitam aeternum jusqu'à ce que un président, un premier ministre ou des députés lancent une motion pour l'institutionnalisation de ces textes. L'institutionnalisation de ces textes dans lesquels il y a des suppressions, des suspensions de liberté. Le pass vaccinal, je vous l'ai dit, c'est une première pierre sur l'identité numérique. C'est-à-dire la possibilité, et ça a été dit dans une conférence du FMI, la promotion de la globalisation des identités numériques à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement que le pass vaccinal, mais une sorte de carte d'identité, une sorte de multipass, dans lequel il y aura votre identité, des données médicales, des données bancaires. Puisque cet outil numérique vous servira aussi à payer. L'inconvénient, c'est que comme l'histoire que je vous ai racontée dans ma précédente vidéo, c'est qu'en effet, s'il y a un avantage d'avoir une centralisation des données sur une identité numérique, donc plus besoin de porter toujours des papiers, des cartes de crédit, etc., l'inconvénient, c'est que c'est des données numériques. Et qui dit données numériques, dit risque. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée sur la société qui gère le système de gestion des RH aux États-Unis qui s'appelle Chronos? Je vous signale qu'on est toujours dans la merde. C'est-à-dire que le système n'est toujours pas remis en place. Donc toutes les entreprises américaines qui fonctionnent avec ce système Chronos, et je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet aux États-Unis, eh bien nous continuons à fond de l'émargement à papier. Avec le risque que peut-être nous ne soyons pas payés en temps et en heure. Puisqu'évidemment, procédure digitale, élimination, dématérialisation,
Le jour où le digital vous lâche, qui remplit les papiers? Qui exécute les procédures? Qui se souvient des procédures? Là, il n'y a plus personne. Et donc, des données numériques, une identité numérique, eh bien, c'est ouvrir aussi la porte au piratage. Au piratage, c'est-à-dire que des gens pourront aisément collecter des données et tout simplement savoir un peu tout ou l'essentiel sur vous. Qui vous êtes, où vous habitez, votre numéro de téléphone, votre numéro de compte bancaire, votre statut vaccinal. Allons plus loin. Si vous êtes un dissident, si vous êtes reconnu comme un résistant, si vous avez des idées ou des opinions subversives, rien n'empêchera une autorité d'utiliser la globalisation de l'identité numérique pour vous canceller, c'est-à-dire annuler votre passe, annuler votre multipasse, voire modifier des données. Comme je vous l'ai dit dans l'histoire précédente de ma vidéo, si on a décidé de vous emmerder, si vous avez votre schéma vaccinal complet, eh bien on va modifier vos données digitales pour en supprimer quelques-unes. Et du coup, comme vous n'êtes pas dans le schéma vaccinal complet, il ne vous permettra pas, il ne vous sera pas autorisé à fréquenter certains endroits, à pouvoir aller dans certains endroits, voire même voyager. Parce que, très clairement, si on vous met un pass vaccinal aujourd'hui, qu'est-ce qui empêchera le législateur demain de dire, ben oui, mais si votre schéma vaccinal n'est pas complet, vous n'avez pas le droit de sortir du pays. Protégeons nos voisins européens. Oui, c'est de la dictature sanitaire. Dictature sanitaire qui va mener petit à petit à d'autres dictatures. Mais attention, dictature, mais sous le manteau de la démocratie. Nous conservons les principes, nous conservons l'image, nous conservons le décorum, nous lui faisons aussi la promotion, contre les idées conspirationnistes de dire il y a un totalitarisme, il y a un autoritarisme qui est en train de s'installer, au détriment de la démocratie et de nos libertés. Mais ça sonne faux aux oreilles de certains. C'est même qui d'ailleurs vous sonne, qu'est-ce que vous savez de la totalitarisme, qu'est-ce que vous savez de la dictature? Vous n'avez jamais vécu dans un pays de dictature. Écoutez, je vous invite à discuter avec des gens qui, eux, ont connu la dictature. Qui, eux, sont venus se réfugier en France pour fuir le franquisme, fuir le nazisme, fuir le communisme, fuir les différentes dictatures qui s'étaient installées au Chili, par exemple, ou en Argentine, au Portugal. Interrogez ces gens-là. Et vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Ils vont tout simplement vous dire, mais ce qui est en train de se passer en France, c'est ce que j'ai connu moi dans mon pays. Voire pire. Mais ils ont un avantage. L'avantage, c'est les jeunes générations. Parce que ces jeunes générations, eh bien, elles n'ont pas connu ça. Les jeunes générations, elles ont connaissance de ce que sont les dictatures. Elles ont connaissance de ce qu'elles ont pu avoir, pu faire, pu être, par l'histoire, par le passé, par des témoignages. Mais le problème, c'est que ces jeunes générations vivent les choses par procuration. Si les gens comme vous et moi avons connu l'époque où nous étions sous la menace d'une troisième guerre mondiale à coup de missiles nucléaires, si nous avons connu l'époque de la guerre froide, l'époque où à l'école on vous enseignait les États-Unis d'Amérique et l'URSS, où on vous défendait les idées de liberté, de démocratie, contre les dictatures soviétiques, contre le collectivisme, contre... mais vous n'avez pas connu ça, ces jeunes. Ils ne les ont pas connus. Et
il est vrai que quand on dit souvent cette expression, on dit on ne peut ressentir et comprendre les choses que quand on les connaît, que quand on les a vécues. Vécues par procuration aussi, par des témoignages, par des gens qui les ont connus. D'où l'intérêt, par exemple, de ce qui se fait dans certaines écoles, fut un temps, de rencontrer des survivants de l'Holocauste. Je pense que le témoignage de survivants de l'Holocauste amène à un moment donné à réfléchir et à prendre conscience des choses. Sauf que le problème, c'est que ces témoins, que ce soit les témoins de l'Holocauste, que ce soit les témoins de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ils sont comme ceux de la Première Guerre mondiale, c'est qu'un jour ou l'autre, eh bien, il n'y en aura plus. Tout comme ici aux États-Unis, les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, les vétérans de la Corée, les vétérans du Vietnam, un jour ou l'autre, ils vont finir par disparaître. Certes, ils auront encore les vétérans de la guerre du Golfe, de la Somalie, de la guerre en Irak, de l'Afghanistan. Mais ce sont des guerres un peu plus différentes. Même si, encore une fois, beaucoup de vétérans de ces croisades, si on peut parler ainsi, et qui ont été au feu, qui étaient en première ligne, qui étaient au front, qui ont été en mission, qui ont été en théâtre d'opération, eh bien, ils ont les mêmes réactions que nos propres soldats français. C'est que finalement, ils voient des choses. Ils voient des choses auxquelles ils n'ont jamais été préparés. Ils voient des choses qui, des fois, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut être aussi sauvage, comment est-ce qu'on peut être aussi barbare, comment on peut être aussi tyrannique, comment on peut être aussi fanatique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aux États-Unis, vous avez énormément d'organisations de charité pour soutenir les organisations de santé, de suivi psychologique des vétérans. Pour ceux qui en ont les moyens, pour ceux qui ont des assurances santé, pour ceux qui sont couverts. Parce que les autres, malheureusement, il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 40 à presque la moitié des sans-abri aux États-Unis qui sont des vétérans. Des vétérans du Vietnam, des vétérans de la guerre du Golfe, de l'Irak, de l'Afghanistan. Parce que forcément, même s'ils ont subi des entraînements à la Full Metal Jacket, si vous avez vu le film, ça les prépare physiquement, mais ça les prépare pas psychologiquement. Je vous avais raconté cette petite anecdote que j'avais eue avec un de mes collègues lorsque je faisais mon service militaire, où un général, c'était pas un général, c'était un colonel, lieutenant-colonel, qui nous avait demandé de faire des traductions d'un rapport auquel il avait assisté sur le bilan de la guerre du Golfe. C'était une sorte de réunion multilatérale avec toutes les unités des forces internationales qui étaient intervenues pendant Desert Storm. Et avec mon collègue, à un moment donné, on s'est regardé, on s'est dit waouh! C'est-à-dire que l'armée américaine s'était rendue compte, et c'est ce qui d'ailleurs par la suite a motivé les investissements de l'armée américaine dans de la technologie, pour éviter au maximum de mettre sur le terrain des hommes, c'est qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient presque à 60% de soldats de terrain mis au front, qui étaient ressortis de la guerre en Irak, ou de la guerre du Golfe, pardon, parce que c'était en 91, 91, 92, 91, 60% d'entre eux, pour ainsi dire, ils avaient tous un pet au casque. C'est-à-dire qu'ils étaient psychologiquement complètement déboussolés. Alors à différents niveaux. Certains avaient besoin de traitements réguliers, certains avaient besoin d'être aidés de façon régulière. Mais ce qui était très choquant pour moi et mon collègue à un moment donné, parce que nous étions jeunes à cette époque, c'était de voir aussi l'aspect pécunier. C'est-à-dire la dissuasion des autorités américaines à se rendre compte que désormais il allait falloir faire en sorte d'éviter de faire des guerres de terrain, parce que le coût
pour assumer derrière les suivis psychologiques de ces Américains, même une fois qu'ils sont retirés du service actif, est exorbitant. Vous savez, c'est un petit peu comme aujourd'hui, les autorités américaines continuent à payer la facture sur les victimes des événements du 11 septembre. D'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion, je vous invite, si vous arrivez à le trouver ce film. Wrong. Le film a très très peu subi de promotion, etc. et pour cause, puisqu'il s'agit d'une histoire vraie, ou du moins adaptée d'une histoire vraie, sur un responsable d'un cabinet qui est spécialisé dans les négociations des conflits entre entreprises, l'État et des particuliers. Dans le cadre évidemment de ce qu'il peut y avoir eu sur des malversations, des erreurs, des accidents à l'encontre d'ouvriers, de salariés, etc. Et les salariés et les ouvriers se sont portés plainte contre les entreprises. Donc ce monsieur s'occupait de trouver de la conciliance, de trouver des accords, etc. Et il s'engage dans ce travail pharaonique d'essayer de trouver des compromis pour les dédommagements, pour les indemnisations des victimes et des familles de victimes des événements du 11 septembre. Et le film est très intéressant parce que lui, c'est un technocrate, c'est un technicien, donc il est là pour faire la basse besogne, mais même en étant celui qui a l'expérience, il va y avoir à un moment donné un déclic. Et ce film est très intéressant. Donc, à l'occasion, si vous arrivez à le trouver, il y a une version française qui existe. Je vous invite à le voir pour que vous preniez conscience un petit peu qu'aujourd'hui, tout ce qui est souvent des drames ou des actualités, voire même en France, en France c'est le même problème avec les attentats qui ont eu lieu en 2015, etc., c'est que derrière, en coulisses, vous avez des gens qui font de la tractation. Qui font de la tractation pour, d'un côté, trouver des moyens d'indemniser des victimes, mais de l'autre, de faire attention que ça ne fasse pas trop de trous dans les budgets. Et donc, avec mon collègue, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en effet, l'armée américaine aujourd'hui est l'armée la plus puissante du monde. Mais elle est la plus puissante par sa logistique, par ses matériels. Mais est-ce que c'est l'armée la plus puissante en matière d'efficacité, en matière de productivité? Pas sûr. C'est tout du moins sur quoi d'ailleurs la Russie et la Chine essaient de jouer. C'est-à-dire que la Chine et la Russie aujourd'hui essaient d'être compétitifs sur le plan technique, pas sur le nombre. Parce qu'en effet, l'armée américaine aujourd'hui, c'est le plus gros budget militaire au monde. Mais c'est le plus grand budget militaire au monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont partout. Parce qu'ils ont des hommes partout, parce qu'ils ont campements partout, parce qu'ils ont des bases un peu partout. Donc tout ça, ça coûte du pognon. Et la raison pour laquelle d'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que disait dans son livre Fu Tzu, je ne sais plus, Fu Tzu, oui, c'est l'art de la guerre. Dans son livre, il le dit. Il dit le problème de la conquête, le problème de l'empire, c'est qu'à force de grossir, on est aussi dans l'obligation d'élargir, de ventiler ses forces armées. Et ça, en général, stratégiquement, au bout d'un moment, il y a un schéma de rupture. C'est-à-dire que ça coûte de l'argent. Et d'ailleurs, la plupart des conquérants sont à un moment tombés devant cette cruelle confrontation des moyens. Et bien l'armée américaine aussi, elle est devant ce spectre. Ce spectre, en effet, d'avoir peut-être le plus grand nombre de porte-avions, les porte-avions qui aujourd'hui en matière navale sont des outils essentiels. Sauf que le problème, c'est que vos porte-avions, si vous reposez trop de stratégie, même trop de stratégie géopolitique sur la présence de porte-avions dans certains endroits du globe, si demain vous avez les Russes qui eux développent des outils qui pourraient éventuellement permettre de neutraliser et de rendre inutilisables les porte-avions américains, eh bien les Américains, au bout d'un moment, finiraient à poil.
sans prendre en considération le fait qu'évidemment, il y a toujours la dissuasion nucléaire. D'ailleurs, les Américains voudraient bien que la France se débarrasse, parce que pour eux, nous sommes un furoncle dans leur domination du monde par la dissuasion nucléaire. Donc revenons un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui en France. Ces décisions du gouvernement, ces nouvelles normes sanitaires, dont les plus ridicules, c'est les bars, les kebabs et les restaurants, vous devrez obligatoirement être assis. Toute personne debout sera interdite. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, est-ce qu'un client qui rentre dans un bar, achète, prend une bière et ressort, et donc n'est plus dans l'espace commercial du week-end, est considéré comme un client du bar, puisqu'il est sur l'espace public? D'où d'ailleurs, on commence à voir certaines villes qui, pour le 31 décembre, ont décidé de prendre un décret d'interdiction de consommation de l'alcool sur la voie publique. Vous comprenez bien que là, les bars, les restaurants, est-ce que ça pose vraiment un problème? Puisque de toute façon, quand vous allez au restaurant, en général, vous ne mangez pas debout, vous mangez assis. Sauf que ça va poser problème pour les restaurants qui font des réservations. C'est-à-dire tous les gens qui vont attendre debout de pouvoir prendre place à leur réservation. Est-ce que ces gens-là vont être considérés comme étant dans l'interdiction de rester debout dans les restaurants? Et poussons plus loin le vice. Être à genoux. Est-ce qu'être à genoux est considéré être à demi debout ou à demi assis? Enfin, vous voyez là, oui, le terme absurdistan prend toute sa valeur de façon exponentielle. Ceci dit, et je vais terminer là-dessus, il y a un moment donné où il faut se poser la question. Une question d'ailleurs que j'ai déjà posée, mais à chaque fois elle revient. Comment un gouvernement, comment des gens dans un gouvernement, comment des gens dans des institutions en arrivent à prendre ce genre de décisions absurdes, voire même des fois prendre des décisions sans réfléchir à certains détails. C'est-à-dire, on a l'impression qu'en fait, ils écrivent ça sur un bout de papier et ils balancent ça comme projet de loi, sans même réfléchir, sans même penser, sans même passer. Et ça rejoint aussi même la communication. Je veux dire, communication de l'Élysée, on l'a bien vu là avec Chapia, avec son invitation des influenceuses, dont d'ailleurs les influenceuses sont managées par une personne qui est actuellement dans le collimateur des services de répression du fisc et de la fraude. Parce que malheureusement, Madame Chapia, elle invite des personnes qui n'ont plus de résidence principale en France et qui habitent toutes à Dubaï. Et s'il est fiscal, merde, putain. Nous avons également, tiens, je parle de Chapia et Darmanin, vous savez que là, ils vous ont pondu une petite loi assez sympathique. Oui, une petite loi qui va permettre aux personnes, alors je crois que ce ne sont pas les demandeurs d'asile, mais je crois les clandestins. Oui. Ils nous ont pondu un petit texte de loi qui va permettre aux clandestins qui se voient refuser une autorisation de régularisation de pouvoir faire jouer l'argument de, comment on appelle ça déjà, du harcèlement familial, non, je ne sais plus le terme exact, mais enfin, quand vous lisez le truc, vous dites, pardon? Ouais. Et si un clandestin témoigne qu'il est harcelé dans le cadre familial ou dans le... Eh bien, ça pourra faire foi pour lui donner une régularisation. Si je retrouve le texte de loi, je vous le mets là. Je vous le mets là, je vais laisser suffisamment de temps pour que vous puissiez le lire vous-même, parce que tout est bon. Mais tout est bon, et c'est pour ça que j'en viens à cette idée, mais de dire, comment est-ce que c'est possible que des gens puissent en arriver à ce point de connerie? J'ai du mal à m'imaginer. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on en est arrivé à ce point de la déliquescence et de la destruction de l'État-nation, en y mettant en sa tête des débiles, des ambitieux, des arrivistes, qui font tout et n'importe quoi? Ou est-ce que c'est stratégique?
stratégique pour pousser les Français à voter pour quelqu'un qui finalement va permettre d'accélérer le processus. Je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. J'ai envie de dire, dans l'année 2022, le 31 décembre, nous allons tous nous proposer, nous souhaiter les meilleurs vœux. J'ai envie de dire que les meilleurs vœux, on va plutôt les souhaiter individuellement. Vous souhaitez bonne santé, vous souhaitez protection, vous souhaitez d'être prudent, vous souhaitez d'être alerte et averti. Parce que pour le reste de la société, j'ai bien peur que malheureusement, l'année 2022 ne se présente pas vraiment vers de bons offices. Je dirais même qu'avec une élection présidentielle où on voit bien déjà la mentalité qui s'exprime de plus en plus, d'ailleurs nous avons même Mélenchon, ça y est, qui lui aussi vient d'entrer dans la branche, de lutter contre le pass vaccinal, contre le totalitarisme sanitaire, sauf que lui il a l'avantage, c'est qu'il est député, il a une représentation à l'Assemblée nationale, donc il va faire une proposition, il va faire déposer je ne sais plus, c'est une mention de censure ou un projet de loi ou je ne sais plus comment ça s'appelle exactement pour contre le pass vaccinal. Mais finalement, lui aussi, il a compris, comme Zemmour avant lui et également Marine Le Pen, que le pass vaccinal va devenir l'un des sujets de campagne principale pour la présidentielle 2022. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui veut mettre toutes les chances de son côté doit forcément dire « j'abrogerai le pass vaccinal, je supprimerai le pass vaccinal ou le pass sanitaire, peu importe ». Le mec qui dit ça, hop, il va tout de suite gagner 5-6 points, sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'ils le feront ? Ça, j'ai envie de dire, ne soyons pas naïfs, hein, c'est une campagne présidentielle, vous avez des candidats qui disent plein de choses. Après, c'est selon vos connaissances, selon vos compétences, selon votre vision des choses, votre réalisme par rapport à la réalité de terrain qui vous permettra de dire oui, en effet, ça, il peut peut-être le faire, ça, en effet, il peut se donner les outils de le faire. Ça, en revanche, c'est un petit peu utopique, ou c'est carrément là dans de la science-fiction. Bon, il y en a une qui paraît quoi en ce moment, c'est Anne Hidalgo. Hein. Finalement, Anne Hidalgo officialise sa candidature avec une affiche qui est là encore, mais qu'est-ce qu'ils ont embauché comme communicant, nom de Dieu, c'est pas possible d'être aussi nul. C'est évidemment sur cette affiche, qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Ils se sont trompés, ils ont fait une faute d'orthographe, ils ont inversé le E et puis le I. C'est pas France réunie, c'est France ruinée. Parti socialiste. Y a-t-il encore des socialistes parmi vous? J'en sais rien, mais si vous êtes socialiste, dites ce que vous pensez de votre parti, parce que là, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Là, on a l'impression d'être dans un film d'Audiard, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir sortir pour essayer, si tant est que ce soit le cas, de permettre à Macron de gagner la présidentielle. Si tant est que Macron soit toujours le candidat. Non, parce que bon, on ne sait pas trop, en fait. On est dans l'incertitude. On est dans l'incertitude de se dire, est-ce que Macron va se lancer tout seul pour sa propre élection, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'au dernier moment, il va nous dire, non, désolé, j'ai décidé de ne pas y aller, mais surtout, ne vous inquiétez pas, il y a ma remplaçante, qui, de toute façon, peut continuer le boulot qu'on a commencé. Évidemment, je parle de Pécresse. Sauf que le problème, c'est que dans cette optique, dans cette stratégie, il y a un risque. Il y a un risque que Pécresse n'atteigne pas le second tour. Et là, les mondialistes, les européistes, ça grincerait des dents. Ou alors, peut-être que nous nous orientons vers une situation, ou un scénario, comme celui que je vous avais expliqué, qui serait Zemmour, président.
Mais Zemmour président, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que peut-être, en effet, il va se donner les moyens de mettre en place sa politique. Une politique qui serait une politique en réalité protectionniste, souverainiste. A-t-il l'intention de rester dans l'Union européenne ou est-ce qu'au contraire il a l'intention d'en sortir? Là-dessus, il va falloir que sur le plan monétaire, il joue extrêmement bien son jeu parce que les enjeux sont extrêmement importants et serrés. Mais en parallèle, est-ce que ce ne serait pas le bon argument, que dis-je, le bon candidat, pour mettre le brin, pour mettre le chaos au pays? Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, est-ce que les gens de gauche, les bien-pensants, à un moment donné, ne vont pas faire en sorte de pousser une certaine jeunesse dans la rue pour faire n'importe quoi, pour tout péter, pour tout casser, et donner la possibilité à Zemmour de dire aux Français « Regardez ce qui est en train de se passer. Il est intolérable de laisser cet énergumène de gauche, ces sauvageons, ces barbares, détruire, agresser, tuer nos compatriotes. » Donc par conséquent, je vais proposer à l'Assemblée nationale un projet de loi pour renforcer la sécurité dans le pays. Vous comprendrez qu'évidemment, qui dit renforcer la sécurité dit mettre en suspens temporairement certaines de vos libertés. Ça y est, vous le voyez le truc? Je vous ai parlé au début de la vidéo, identité numérique. Dans mes vidéos, je vous ai parlé d'asservissement, de destruction de l'État-nation, de suppression de la souveraineté nationale, d'un monde unipolaire. On peut toucher le lien aussi avec le nouvel ordre mondial, le globalisme mondialiste, etc. Mais dans un plan de destruction de l'État-nation, eh bien, je suis désolé, Zemmour serait le candidat par excellence. Alors évidemment, certains en trouveront peut-être leur intérêt. Certaines idées nationalistes, populistes, etc. seraient peut-être contents. Malheureusement, ce choix pourrait éventuellement aussi faire des victimes innocentes. Donc c'est un choix extrêmement cruel, extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Fait est, c'est que Zemmour peut être synonyme, à un moment donné, d'un mot qui est terrible. Le mot, c'est purge. Et quand je dis purge, c'est purge à tous les niveaux. C'est purge dans la société civile. C'est purge dans les institutions. C'est purge dans les milieux de la haute fonction publique. Ça peut être purge avec des nationalisations comme des privatisations. C'est purge dans la fonction publique, dans la télévision publique, dans les médias publics. Alors en effet, nous sommes d'accord, ça peut peut-être apporter ses fruits, dans un certain sens. Mais prenons bien conscience d'une chose, c'est que ce genre d'orientation va à un moment donné avoir des conséquences, ou je dirais des dommages collatéraux. Les dommages collatéraux, c'est que peut-être, en effet, tous les gens qui sont issus de l'immigration, plus particulièrement maghrébine, tous les gens issus de la communauté musulmane, tous les gens issus de certaines communautés parfois visées comme étant responsables de certains vices, de certaines traditions, de certaines mœurs. Eh bien, malheureusement, ces gens-là, j'ai bien peur qu'ils soient aussi conscients que ce qui va être en jeu, c'est tout simplement leurs droits fondamentaux en tant que citoyens français, parce que beaucoup d'entre eux sont français. Ça voudrait dire que ceux qui sont français, il va falloir qu'ils fassent la démonstration de leur patriotisme, qu'ils fassent la démonstration qu'ils aiment la France. La France, telle que celle que Zemmour veut nous remettre sur les rails. En revanche, tous ceux qui sont pour des progressismes, pour du multiculturalisme,
pour du multiracialisme, pour légitimer à terme de permettre de transformer la France en société multi-religieuse, mais avec une certaine prédominance pour une religion particulière parce que ça a servi les intérêts politiques de certains politiciens depuis 40 ans. Là, par contre, ceux-là, ils sont mal barrés. Alors attention, là, je parle évidemment du scénario Zemmour. Concernant le scénario Le Pen, je reste très dubitatif. Dubitatif parce que faut bien admettre quand même que Marine Le Pen a eu une opportunité qu'elle n'a pas su saisir. Donc, on serait en droit d'en tirer la conclusion qu'en réalité, elle joue son rôle d'opposition avec des idées assimilables extrême droite, mais qu'en réalité, elle n'est pas prévue pour prendre le pouvoir. Ce qu'on appelle un ersatz, plus communément. Pour les autres, est-ce que j'ai besoin de vous dire que de toute façon, ils n'atteindront jamais le second tour? C'est là toute la démagogie d'ailleurs de ces campagnes présidentielles. C'est des candidats qui se maintiennent en sachant pertinemment que de toute façon, ils n'y arriveront pas jamais. Que la seule façon de porter des idées politiques, c'est aujourd'hui de se rassembler. Or, force est de constater qu'on en est très loin. Nous avons Philippot, qui le 8 janvier vient de lancer une invitation à des leaders politiques pour faire fi de leurs différences idéologiques, de leurs différences politiques, de leurs différences de maison, de parti, de camp, pour se réunir dans une manifestation contre la politique gouvernementale sanitaire, et en particulier du pass vaccinal. Il a fait cet appel. Alors évidemment, est-ce qu'il fait cet appel par intérêt? Parce qu'en effet, s'il réussit à réunir certains leaders politiques, dont des candidats à la présidentielle, il va se proclamer, dire, vous voyez, j'ai réussi là où d'autres ont échoué. En revanche, si les leaders politiques, voire d'autres candidats, ne viennent pas à cette manifestation du 8 janvier, diviser pour mieux régner, applicable également au paysage politique français. Diluer l'électorat. Diluer l'électorat pour ensuite le pousser au second tour à voter pour des gens qui n'auraient jamais, ô combien jamais naturellement, voté. Et c'est comme ça depuis 2007. Et c'est comme ça depuis des décennies aux États-Unis. Et c'est comme ça dans un certain nombre de pays. C'est-à-dire que vous avez une oligarchie qui a fait un coup d'État sur nos démocraties depuis maintenant plusieurs décennies. Et que finalement, on oblige les peuples à devoir accepter de faire leur devoir démocratique à l'intérêt, au bénéfice de gens dont personne ne veut. Vive la République!